Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous avons plusieurs volets à débattre, à commencer par nos relations avec les Émirats arabes unis, une des relations qui naquirent 50 années auparavant. Et il faut dire que ces années-là, durant ces années, il y a eu énormément d'investissements, d'échanges, une relation qui naquit tout au long d'un demi-siècle d'échanges, de fraternité, de rapprochement et de relations étroites et d'aide et d'échanges et de coopération à plusieurs niveaux. Aussi, nous allons évoquer plusieurs aspects économiques, parmi lesquels nous allons évoquer les dettes extérieures de l'Égypte. Nous allons évoquer un trésor énorme comme le sable noir qui pourrait être à la base de beaucoup d'industries lourdes et légères. Et nous allons évoquer plusieurs sujets concernant le développement économique. Et avant de clôturer, nous allons vous passer deux entretiens ayant été accordés à notre collègue Hani Farag à Dakar avec deux ministres dans le cadre de la conférence internationale pour la paix et la sécurité en marge de l'édition 2022 du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Donc, il s'agit d'un tour d'horizon sur le plan économique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous au studio Dr Raouf Ghafar, analyste économique et expert en économie. Dr Raouf Ghafar, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci, bonsoir à tout le monde. Les Émirats arabes unis constituent un pays ami parmi d'autres évidemment, mais nous avons des relations particulières depuis le père fondateur, Cheikh Zayed Al Nahyan. Et justement, dans son discours, le chef de l'État a évoqué deux points essentiels. Le premier concernant ce que le père fondateur a dit lors de la guerre de 73, que le pétrole n'est pas plus cher que le sang arabe. Et aussi, il a évoqué le soutien et l'appui des Émirats arabes unis durant les 10 dernières années, qui étaient des années difficiles. Et d'un autre côté, les Émirats arabes unis ont évoqué l'importance de l'Égypte en tant que grande sœur, en tant que pays qui appuie les Émirats arabes unis au niveau de la sécurité conjointe et de par le poids de l'Égypte, le poids régional, politique et économique. Comment peut-on analyser ou comment peut-on souligner très rapidement ce qu'il y a de particulier entre l'Égypte et les Émirats arabes unis? Et comme vous l'avez bien dit, il y a 50 ans de relations très étroites, très proches, depuis le temps de Cheikh Zayed et jusqu'à présent. Deux peuples qui... frères, il y a une amitié très particulière. Il y a beaucoup d'Égyptiens qui travaillent d'ailleurs dans les Émirats, d'un côté, et pratiquement notre génération du peuple de l'Émirat ont fait leurs études en Égypte. Donc ça a rapproché encore plus. Nous savons tous que les relations sont toujours développées vers le mieux. Et maintenant, l'Émirat, je pense que c'est sinon le plus, mais un des plus grands investisseurs en Égypte dans beaucoup de domaines. Et ils étaient toujours derrière nous et avec nous dans tout nos crises, dans tous nos changements, disons, politiques, etc. Et jusqu'à présent, ils sont toujours là pour nous aider, nous encore. Et nous sommes responsables de leur sécurité, etc. Docteur Raouf Ghafar, je vous demande pardon. Nous avons en ligne docteur Amr Mohsen, qui est professeur d'économie, qui est justement nous appelle Amr Saleh, pardon, à partir des Émirats arabes unis. Docteur Amr Saleh, bonsoir et bienvenue avec nous. Oui, bonsoir. Le plaisir toujours, Lamia. Bonsoir.
Docteur Amr Saleh, quelles sont les particularités qualifiant nos relations avec les Émirats arabes unis, notamment en matière d'échanges économiques et d'investissement? Bon, faut peut-être dire que historiquement, les relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis sont des relations non seulement fraternelles, mais je dirais uniques, exemplaires. Et c'est des relations type entre des frères arabes. Vous savez, le président Fattah el-Sisi avait évoqué au cours de son discours hier cette particularité des relations fraternelles historiques entre l'Égypte et les Émirats arabes unis. Et puis, il a surtout évoqué, et ça c'est très important, il a évoqué après 2011 l'aide et le soutien économique qui avait été accordé aux Émirats arabes unis à l'Égypte. Et le président Fattah el-Sisi, à plusieurs reprises, avait souligné que sans l'aide économique des frères arabes, et notamment, il avait souligné, indiqué et cité le nom de son frère, Semo el-Sheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, et Semo el-Sheikh, le prince de Dubaï, Sheikh Maktoum, Sheikh Mohammed Ben Rashid Maktoum, gouverneur de Dubaï. Les deux personnalités avec qui le président Fattah el-Sisi entretient des relations personnelles et fraternelles. Et donc, je vous le dis, de point de vue économique, les Émirats arabes unis avaient accordé un soutien exceptionnel à l'Égypte après 2011, et après, l'Égypte avait commencé à entamer des relations plus étroites et plus solides, notamment dans le domaine des investissements. Vous savez que les Émirats arabes unis représentent le premier investisseur étranger en Égypte, avec des projets dans le domaine pétrochimique, dans le domaine de l'habitat, dans le domaine et hôtellerie. Vous avez beaucoup de projets, beaucoup d'investissements des Émirats arabes unis, et aussi des projets conjoints. Et vous avez aussi ces accords de coopération bilatérale entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, qui, avec toutes les entreprises de Dubaï, vous savez que le président Fattah el-Sisi avait visité Dubaï à plusieurs reprises, et on se souvient toujours de cette tournée dans la voiture du prince, du Sheikh Mohammed Ben Rashid de Dubaï, Sheikh Mohammed Ben Rashid, qui dans sa voiture avait amené le président Fattah el-Sisi dans une tournée à Dubaï, en voyant toute cette flambée et cette croissance que Dubaï a connue au cours des dernières années. Et donc, les entreprises de Dubaï sont omniprésentes en Égypte, mais aussi Abu Dhabi, et non seulement Abu Dhabi. Il faut peut-être aussi souligner les visites du Cheikh Sultan Al-Qasimi, Cheikh Sultan Al-Qasimi de Sharjah, qui a aussi un rôle très important dans le domaine de la culture et dans le domaine de la littérature et dans le domaine des publications. Vous savez que Cheikh Boudour Al-Qasimi, la fille du Cheikh Sultan Al-Qasimi, qui est l'un des figures de proue de la culture arabe, a aussi présidé et préside l'association des publicateurs internationaux. Et donc Cheikh Boudour et aussi le Cheikh Sultan Al-Qasimi ont des projets culturels très importants en Égypte. Et donc, pour souligner et pour aussi mettre l'accent sur la coopération économique, non seulement économique, mais aussi culturelle et artistique en Égypte, avec les Émirats arabes unis. Je sais que, et vous savez peut-être mieux que moi, que la croissance économique et les relations bilatérales économiques ont augmenté depuis 2013 avec l'arrivée du pouvoir du président Fattah el-Sisi. Et ces visites, vous savez, il y a eu plus de 27 visites exceptionnelles entre le président Fattah el-Sisi et Cheikh Mohammed Ben Zayed en Égypte. C'est des visites en termes de nombre, mais aussi en termes de qualité de la visite et des accords qui avaient été soulignés. Vous savez que le fonds d'investissement d'Abu Dhabi avait choisi d'investir et de mettre 10 milliards de dollars
c'est un chiffre, un nombre important, 10 milliards de dollars d'investissement en Égypte, dans le domaine des investissements. Et vous savez aussi que les Émirats arabes unis ont décidé de faire part de la politique que le président Fattah el-Sisi avait annoncée, cette politique d'ouverture du capital public. Les Émirats arabes unis ont acheté des banques, les Émirats arabes unis investissent dans des entreprises publiques, et ça c'est très important. Je crois que c'est la première fois qu'on assiste à des investissements émiratis dans le secteur public ou dans le secteur de l'État. Et ça, c'est une nouveauté qui indique que les Émirats arabes unis sont prêts à mettre de l'argent et à investir. Et vous savez que les Émirats ont dit à plusieurs reprises, les Émirats arabes unis, que ce soit Abu Dhabi, Dubaï ou Sharjah, ont à plusieurs reprises mis l'accent sur le fait que les investissements en Égypte interviennent dans le cadre des relations économiques, mais aussi dans le cadre fraternel. Et ils avaient dit que nous faisons de l'argent en Égypte, et ça c'est très important, mettre l'accent sur le fait que les investisseurs émiratis en Égypte investissent non seulement à cause des relations fraternelles qui lient les deux pays ou les deux présidents, mais aussi, il faut souligner que les Émiratis avaient aussi souligné qu'ils font de l'argent en Égypte et qu'ils investissent en Égypte et que c'est un marché important pour les investissements émiratis en Égypte. Oui. Docteur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie. Merci d'avoir été avec nous. Docteur Raouf Ghaffar, nous allons passer à un autre volet concernant l'importance qu'accorde l'Égypte à l'enseignement, à la culture et à la francophonie. Et justement, dans ce sens, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré hier que la croyance de l'Égypte en la valeur sublime de la science est au premier plan des priorités des stratégies de développement durable du pays. Al-Sisi a fait cette déclaration dans son discours prononcé lors de la 6e conférence ministérielle organisée par l'Agence universitaire de la francophonie, tenue en marge de la 2e édition de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique, tenue au Caire. Les détails. La 6e conférence ministérielle organisée par l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, intervient au moment où l'Égypte est au sommet de ses préparatifs pour accueillir le sommet mondial sur le climat COP27 dans la ville verte de Sharm el-Sheikh, a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi en s'adressant à cette édition. El-Sisi a ajouté que l'Égypte faisait de son mieux avec les dirigeants mondiaux afin que le sommet puisse donner à la mise en place des engagements internationaux pour faire face au changement climatique. Le chef de l'État a salué les efforts déployés par l'AUF en vue de consacrer une semaine mondiale de la francophonie scientifique annuelle accueillie par le Caire dans sa 2e édition cette année. Le président a souligné que sans aucun doute, un tel style unique de la diplomatie scientifique offre une opportunité d'échange et d'interaction entre les expériences et les réalisations de la recherche scientifique, ce qui présente d'une manière pratique et dans un cadre distinct de dialogue, de coopération et de solidarité un modèle idéal pour de larges potentiels, visant à investir dans le dialogue avec l'autre et à communiquer entre les cultures dans la réalisation d'objectifs humains supérieurs qui profitent à tous, conformément aux principes d'égalité, de fraternité et de liberté. Il a ajouté que le rapprochement grandissant entre l'Égypte et l'AUF en mérite tout l'appui et le soutien, considérant l'Égypte comme un partenaire stratégique pour l'agence, en signant une série d'accords de coopération entre les deux parties, notamment le dernier accord qui prend l'Université du Caire comme siège de son bureau national et pour son centre d'emploi des étudiants et diplômes universitaires égyptiens. Ce qui reflète, selon El-Sisi, une volonté sincère de développer et d'élargir la portée des projets de coopération universitaire mis en œuvre par l'agence en Égypte, en coopération avec les 19 universités égyptiennes membres. El-Sisi a espéré que cela sera en harmonie avec le rythme du temps, les exigences des processus de développement et celles du marché du travail. Docteur Raouf Ghaffar, la francophonie n'est pas seulement une affaire de langue, évidemment, mais une affaire de culture, une affaire de stratégie à long terme, stratégie éducative et stratégie culturelle. Absolument, absolument.
Moi, je dois endorser ce que vous venez de dire. D'ailleurs, j'ai fait mes études dans l'école la plus ancienne, l'école française religieuse la plus ancienne en Égypte. Mais je veux dire que les Français en particulier, ils adorent l'histoire égyptienne et nous nous rappelons que lors de Napoléon Bonaparte, quand il est passé par l'Égypte il y a 2 siècles, il a laissé une empreinte très importante sur le plan histoire ancienne égyptienne avec le fameux Rosette, le rocher de Rosette. Donc, on doit dire qu'ils nous ont aidés à découvrir nos ancêtres et notre histoire. D'autre part, une grande partie du monde parle le français et on doit justement s'exposer sur ce pourcentage et ne pas l'ignorer. D'autre part, nous voyons, en plus des écoles françaises qui existent en Égypte, justement, il y a maintenant une université. Il y a peut-être 25-30 ans de cette université. Donc, ça rend les choses plus proches et ça nous donne une occasion à savoir, nous aussi, l'histoire de France, la littérature française et l'impact que beaucoup d'écrivains et de poètes français ont eu sur l'histoire du monde entier. À présent, nous allons passer à un troisième volet, celui du sable noir. Le sable noir pour lequel un complexe industriel énorme a été construit. Le sable noir en tant qu'ingrédient incorporé dans beaucoup d'industries lourdes et d'industries légères. Mais avant d'entamer notre discussion, nous avons un compte rendu à passer en revue. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré cette semaine le premier complexe égyptien de concentration et de séparation des métaux lourds extraits du sable noir dans la ville de Borollos, au gouvernorat de Kafr el-Sheikh. Le sable noir, un trésor négligé depuis plus de 90 ans, enfermant plus de 41 minéraux précieux et vitaux pour maintes industries, sera enfin exploité grâce à ce projet pionnier qu'a initié le président el-Sisi et aujourd'hui il voit le jour. Le projet écologique d'un montant de 4 milliards de livres égyptiennes vise à réduire les importations de métaux économiques extraits du sable noir, exporter les excédents vers les marchés mondiaux et localiser les industries technologiques de pointe. Ce complexe est le point de départ pour l'usage optimal de nos ressources. Les études de faisabilité ont assuré la présence des grandes réserves de sable noir et la hausse accrue de la demande mondiale sur les métaux extraits, a déclaré le président el-Sisi lors de la cérémonie d'inauguration, invitant le secteur privé à participer au projet du sable noir. Le complexe de Borollos est exécuté par la Société égyptienne de sable noir, qui regroupe l'Autorité nationale des projets de service des forces armées, l'Autorité des matières nucléaires, le gouvernorat de Kafr el-Sheikh, la Société égyptienne pour la richesse minière et la Banque nationale d'investissement. Les études ont dévoilé que l'Égypte dispose d'une énorme quantité de sable noir dans 11 sites, s'étalant sur une superficie de 400 km, dont le gouvernorat de Kafr el-Sheikh qui contient à lui seul environ 250 millions de tonnes de sable noir et une autre réserve équivalent à 200 milliards de mètres cubes, avec la plus grande concentration de minéraux économiques, ce qui fait de l'Égypte la plus grande réserve de sable noir au monde. Responsables et experts soulignent la rentabilité économique, industrielle et technologique de ce projet pour extraire des minéraux du sable noir qui sont très importants dans plusieurs industries. Les revenus du seul complexe de Borollos sont estimés à environ 6 milliards de dollars. 5 000 emplois directs et indirects seront créés, indique le général Magdi Tawil, PDG de la Société égyptienne du sable noir.
Le sable noir en tant que trésor, en tant qu'or noir, l'or noir, c'était une qualité accordée au pétrole. Mais à l'heure actuelle, et alors que nous, évidemment, l'importance du pétrole perdure, mais on parle d'autres ressources, d'autres alternatives quand on parle d'énergie, notamment l'énergie renouvelable et l'énergie propre. Mais le sable noir, c'est pas un polluant et en même temps, apparemment, le sable noir est une valeur ajoutée à l'industrie nouvelle. Docteur Raouf Gaafar, le sable noir. Tout d'abord, est-ce que le sable noir était ignoré auparavant? Pourquoi le sable noir est mis en valeur à l'heure actuelle? Et ça a existé à la côte nord, particulièrement dans le gouvernorat de Kafr Cheikh, depuis des centaines d'années. Et ça a été complètement négligé. Et cette fois-ci, on a découvert que ils disent que c'est un trésor d'or, mais moi je vois que c'est un peu plus sur le plan valeur de l'or lui-même. Donc on a trouvé ces je ne veux pas dire ingrédients, mais ces métaux lourds qui existent dans ce sable. Et au lieu d'utiliser ce sable, les utilisations normales, construction, etc., on commence à extraire ces produits et les exploiter d'une manière, premièrement, et ça c'est une chose qui m'intéresse le plus, c'est ajouter une valeur. C'est bien de trouver une ressource naturelle, minérale, etc., et de vendre cette ressource. Mais sous forme de matière première. Mais si jamais on transforme cette matière première en matière finie ou demi-finie, etc., surtout que nous avons une autre ressource excessivement importante, la ressource humaine. Nous avons la main-d'œuvre égyptienne qui existe en abondance et qui peut être entraînée très facilement. Donc on doit utiliser encore une fois cette ressource pour ajouter une valeur aux matières premières et essayer de les utiliser ou même les vendre ou les exporter. Et c'est ça le but qu'on doit achever. Il me semble que nous parlons d'un chiffre colossal sur le plan production, sur le plan export, des milliers de dollars qui peuvent représenter un revenu pour l'Égypte. Simplement, si on extrait, il y a tellement de matériaux, il y a le zircon radioactif, il y a des uranium, etc., etc., etc. Premièrement, simplement pour séparer et concentrer ce genre de matière, on rend l'environnement un peu mieux sain, parce que ce sont des produits radioactifs, donc on peut justement les séparer et les magasiner d'une manière ou d'une autre, ou de les utiliser dans des industries. C'est pour l'atmosphère et pour l'environnement une chose très importante. Il y a des autres produits qui rentrent dans beaucoup d'industries. Les corps d'avions, les missiles, beaucoup d'industries électroniques, etc., qui vont à partir de matières qui existent dans le sable noir. Donc, c'est une découverte, à mon opinion, excellente, promettante pour le futur de l'Égypte. Et maintenant, avec l'usine, la première, disons, usine pionnière à Borollos, à Kafr Cheikh, je pense que ça va continuer et les produits vont être beaucoup plus sur le plan de diversification et on peut utiliser ces produits localement et exportation, surtout qu'il y a une demande internationale sur beaucoup de ces produits. Le sable noir est incorporé dans beaucoup d'industries, telles les sous-marins, telles des fusils même, et aussi des industries comme la peinture et autres. Dans quelle mesure ceci pourrait encourager à l'investissement et à l'exportation? Une matière première
qui est bien utilisé, ça sert comme outil pour les investisseurs. Vous avez mentionné 2 ou 3 industries dans lesquelles rentrent les parties de ce sable noir. J'ajoute comme des industries militaires, comme la production des missiles, la production les corps des avions, par exemple, sur le plan conducteur électronique, d'un 3e côté, et beaucoup d'autres industries. Donc, certainement, quand ces matériaux sont disponibles, ça augmente un peu l'horizon des investisseurs pour venir en Égypte. Ce sont des choses nouvelles, des industries très délicates qui n'existaient pas en Égypte, mais qui peuvent commencer en exploitant non seulement ces matériaux, mais comme je viens de dire, nous avons l'infrastructure et en utilisant la main-d'œuvre égyptienne qui jusqu'à présent a un prix très raisonnable. Je pense que ça c'est un atout et qui peut servir très positivement pour les investisseurs. Quand on parle des richesses minières de l'Égypte, qui constituent une matière première à la base de beaucoup d'industries importantes, que ce soit sur le plan local ou sur le plan de l'exportation, qu'est-ce qu'on peut évoquer, outre le sable noir? Nous avons beaucoup de choses. Nous avons du phosphate, par exemple, qui existe. Nous avons les matières premières pour l'industrie de l'aluminium, pour le fer et acier. Nous avons du manganèse, etc. Nous avons beaucoup nous avons l'or maintenant. On a commencé avec des technologies australiennes à extraire de l'or. Donc, il y a tellement de matériaux. Où est-ce qu'ils ont trouvé vraiment une grande concentration d'or en Égypte? Je pense que c'est une partie dans le Sinaï, mais la plus grande partie, c'est dans le désert Est. À partir de Sohag, etc., jusqu'à la mer Rouge, cette partie, je pense qu'elle est très riche en or. Et comme je viens de dire, il y a des sociétés qui ont été formées, d'ailleurs, avec, il y a certainement le Soukari, le fameux projet, avec des technologies, notamment australiennes et canadiennes, on extrait. On a commencé, les quantités sont un peu petites, mais ça augmente d'un jour à l'autre et ça peut représenter une chose importante. Et comme je venais de dire, c'est bien d'extraire de l'or, mais c'est mieux de le fabriquer. Donc si on va vendre l'or comme ingot à un tel prix, si jamais on le transforme en boucle d'oreille, en bracelet, en chaîne, etc., ça peut être vendu à 3, 4, 5 fois le prix. Donc ça représente une valeur ajoutée pour l'économie égyptienne. Alors, ce que je veux dire que, bien que l'Égypte est très riche en matières premières et en ressources minérales, il faut absolument utiliser les ressources humaines pour transformer ces matériaux en produits finis, si on peut certainement, et les utiliser si jamais sur le marché local certainement, mais avoir en tête de les exporter. Surtout, comme je viens de dire il y a quelques instants, qu'il y a beaucoup de demandes sur ce genre de produits partout. Et c'est pour ça que moi je vois que ça c'est impératif de transformer les ressources qui existent, les matières premières qui existent, métaux ou ailleurs, pour fabriquer des produits et finis qui peuvent être exportés et qui peuvent vraiment avoir un rendement très grand et positif sur l'économie égyptienne. Il faut dire que les baisses
où les dettes égyptiennes, les dettes extérieures ont baissé. La dette extérieure de l'Égypte a chuté de 2 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre de l'année en raison du recul des dettes à moyen et à long terme. Voyons les détails dans ce compte rendu. La dette extérieure de l'Égypte a diminué au cours du deuxième trimestre de cette année au rythme le plus rapide depuis le premier trimestre de 2015. Selon les données publiées par la Banque centrale d'Égypte, la dette extérieure avait diminué de 2,1 milliards de dollars à la fin du mois de juin dernier pour atteindre 155,7 milliards de dollars contre 157,8 milliards en mars. Selon le rapport de la BCE, cette baisse était due au recul de la dette publique d'environ 0,9 milliards de dollars à 82,3 milliards et de la dette de la BCE d'environ 1 milliard de dollars à 40,9 milliards contre environ 41,9 milliards en mars. La dette à moyen et long terme a baissé pour s'établir à 129,1 milliards de dollars en juin contre 131,4 milliards en mars. La dette à court terme a, par contre, légèrement augmenté pour s'établir à 26,6 milliards de dollars contre 26,4 milliards en mars. Selon la lettre économique Enterprise, la dette extérieure de l'Égypte a déjà diminué 3 fois au cours des 8 dernières années sur une base trimestrielle, mais elle a maintenu sa tendance à la hausse, ajoutant plus de 115 milliards de dollars au cours de cette période. L'Égypte entretient des relations étroites avec les marchés internationaux de la dette et les prêteurs multilatéraux depuis le lancement du programme de réforme économique en 2016 et a régulièrement vendu des obligations au cours de ces années sur les marchés internationaux, mais elle a eu du mal à achever cette étape cette année en raison de la hausse des taux d'intérêt mondiaux, obligeant le gouvernement à reporter les plans d'émission d'euro-obligations. Le gouvernement est dans la phase finale des négociations entamées en mars dernier avec le Fonds monétaire international pour obtenir un nouveau prêt et a permis à la livre de perdre progressivement plus du quart de sa valeur par rapport au dollar au cours des derniers mois. La dette extérieure, Dr Raouf Ghafar, a baissé. À quoi revient cet élément? Premièrement, la hausse de production locale pour satisfaire un peu le marché et par conséquent diminuer un peu les importations et justement augmenter les exportations. Donc ces deux choses, si on les ajoute, ça aboutit vers la diminution des dettes extérieures. Et c'est ce que nous devons faire. Franchement, c'est ce que nous devons faire. C'est se concentrer sur l'augmentation de la production locale dans toutes dans tous les domaines. Si on parle nourriture, si on parle consommation du peuple qui augmente chaque jour, malheureusement, ça c'est une chose qui doit être faite. D'autre chose, c'est se diriger un peu vers l'exportation. Ça c'est important, même très important. Et en parallèle, on diminue un peu l'importation. Malheureusement, nous sommes un pays qui dépend à 90% sur les importations. Il faut diminuer ça. Au moins, il faut oublier un peu quelques marchandises qui ne sont pas très importantes, disons, pour... on peut vivre sans beaucoup de choses. Donc, on doit, je veux dire, aboutir à un compromis de façon à ce qu'on peut, pour quelques années, oublier un peu quelques petites choses, mais en principe, augmentation de production et diminution d'importation, et puis utiliser les prêts de long terme dans des projets de long terme et les prêts court terme dans des projets court terme pour essayer d'avoir le repaiement de nos dettes d'une manière exacte et régulière. Et j'espère bien que nos dettes extérieures continuent à diminuer
Et il faut faire très bien attention aux dettes intérieures. C'est-à-dire, bien que les dettes extérieures diminuent, il faut observer les dettes intérieures qui doivent ne pas augmenter au taux qui deviennent un peu critiques. Donc les deux côtés, on doit diminuer. Avec la dépréciation de la livre égyptienne, à votre avis, quel est l'impact sur le mouvement d'export-import? Certainement, pour les investisseurs, c'est beaucoup mieux. Pour les exports, c'est encore mieux. Ça va augmenter sans doute la quantité d'exportation. Sur le plan importation, ça va poser un petit problème. C'est pour ça qu'on disait il y a quelques instants, il faut diminuer un tout petit peu nos importations parce que ça va se refléter sur les taxes, sur les tarifs, etc. Alors, on diminue un peu l'importation, mais sans doute, ça aura un impact très positif sur les investisseurs, surtout les investissements directs qui viennent de l'étranger. Et d'autre part, ça va aider les exportateurs à augmenter les quantités parce que les prix seront un peu plus favorables. À votre avis, quels sont les points forts de l'économie égyptienne? Et malheureusement, ils ne sont pas jusqu'à présent complètement exploités. Nous avons beaucoup de ressources naturelles qui non seulement matériaux, matières premières, etc., mais nous avons un environnement, un climat, des plages, des mers, des déserts. Tout ça, ce sont des ressources qui peuvent être très bien exploitées. Donc, l'exploitation maximale des ressources qui existent et d'autre part, entraîner les ressources humaines. Nous avons d'ailleurs beaucoup et comme je dis, la personne égyptienne est intelligente de nature. Donc, il suffit de les entraîner d'une manière professionnelle pour s'en servir le plus. Si on exploite ces deux, on a fait pas mal de progrès, efforts sur le plan préparation de l'environnement, infrastructure, etc., etc., réseau routier, ponts, ports, électricité, etc. Donc nous sommes là, il faut un peu augmenter notre exploitation des ressources et minérales et naturelles et humaines, certainement. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes expert en économie, je vous remercie infiniment pour votre présence. Eh bien, avec ces propos optimistes, nous parvenons au terme de notre rencontre. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.